Bonsoir, mesdames et messieurs, nos chers intervenants, chers collègues, chers amis. Je vous salue à notre nouvelle soirée de débat et de réflexion. Le colloque d'aujourd'hui est consacré à un des sujets les plus brûlants, voire le plus brûlant, de l'actualité internationale des dernières années, c'est-à-dire État islamique. Que veut État islamique et quelles sont les chances de l'obtenir? On parlera bien sûr de l'État islamique, mais aussi de tout le contexte du cadre dans lequel ce phénomène est apparu et cette force opère. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la première fois que nous adressons au problème de la région, cette région géopolitiquement cruciale et tumultueuse que représente le Moyen-Orient et Maghreb. Par exemple, en 2011, on a eu un colloque sur l'intervention en Libye. Déjà en 2012, on a discuté la première année du conflit syrien. Puis on a présenté ici à l'Institut de la démocratie et de coopération le livre de notre collègue, l'ancien ambassadeur Michel Rimbaud, Tempête sur le Grand Moyen-Orient. On a eu aussi un peu plus d'un an une table ronde qui portait sur le sujet des convergences et des divergences franco-russes sur le dossier syrien. Et aussi, je voudrais accentuer le fait qui est ignoré peut-être par quelqu'un ici, c'est le fait que notre association, depuis 2013, qu'organise régulièrement des événements parallèles dans le cadre des sessions du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ils sont d'habitude consacrés à la situation humanitaire dans ce pays déchiré par le conflit. Donc aujourd'hui, nous allons focaliser sur le phénomène de l'État islamique qui a effrayé, vraiment véritablement effrayé l'opinion mondiale par son idéologie fanatique, par sa pratique de la terreur, ses atrocités qui paraissaient incroyables dans le monde d'aujourd'hui, et aussi par sa montée en force, vraiment dépassant rapidement les frontières du monde arabe. L'État islamique, ou Daesh, comme on dit le plus souvent en France, a démontré vraiment son caractère global et donc le caractère global du péril qu'il constitue pour le reste du monde. Nous avons deux intervenants. Je les présente. C'est M. Mesri Haddad, doctorant en philosophie morale et politique, écrivain, ancien ambassadeur de Tunisie à l'UNESCO. Il est auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels La face cachée de la révolution tunisienne, Islamisme et Occident, une alliance à haut risque, Pour un islam de paix, La République brûle-t-elle, essai sur les violences urbaines de 2005, et l'identité aussi de l'Europe, où il a été un des auteurs. Notre deuxième intervenant, c'est Grégoire Chambaz, officier de l'armée suisse et chercheur indépendant, spécialiste du Moyen-Orient et de la stratégie militaire de l'État islamique. Il est rédacteur adjoint de la revue militaire suisse. Mon intervention va porter sur la troisième bataille de Palmyre, et à travers en fait l'analyse de cette troisième bataille, il va s'agir de pouvoir dégager des réflexions au niveau tactique, au niveau stratégique et au niveau géoéconomique dans la trame de la question qui nous anime ce soir. Donc, que veut l'État islamique et quelles sont ses chances de l'obtenir? L'intervention que je vous propose est divisée en 5 parties. Tout d'abord, il s'agit de connaître la situation générale à Palmyre, en particulier les terrains, les activités, les forces en présence. Ensuite de quoi? Le déroulement de la bataille qu'on va voir succinctement parce qu'il s'agit surtout de regarder qu'est-ce qui se passe au niveau tactique et stratégique ici. L'analyse en tant que telle des éléments de la bataille principaux. Les implications de ceux-ci au niveau stratégique
et énergétique, géoéconomique, et ensuite, rapidement, une conclusion. Et je vous propose directement de vous donner un élément de la conclusion pour guider cette réflexion qu'on va commencer ce soir. C'est de dire quelles sont ses chances d'obtenir, peu importe ce qu'il veut, l'État islamique. Face à l'État syrien, c'est en partie possible, mais au prix d'une dépopulation croissante de ces aires de peuplement. Sinon, c'est possible en interdisant toute forme d'État, et c'est ce que l'État islamique a essayé notamment face aux Kurdes syriens, irakiens et face à l'État irakien, mais sans succès. Et pour terminer, ce que l'État islamique peut, c'est surtout ce qu'il peut par rapport aux faiblesses des acteurs qu'il a en face de lui. Vous avez ici une photo aérienne de la ville de Palmyre. Ici, vous avez l'aéroport de Palmyre, vous avez la ville en tant que telle, vous avez les ruines romaines ici, vous avez une banlieue nord qui s'appelle Al-Amiria. Vous avez ici une montagne qui s'appelle Altar, qui est absolument cruciale pour la défense de la ville, en mars 2015. Ici, on se retrouve avec moins de 5% de la population qui reste, à savoir qu'il ne reste plus que 2500 résidents alors que l'offensive commence. La plupart des résidents sont appauvris ou des employés du gouvernement obligés de résider dans la ville. Nous avons ici la base aérienne de Tias, qui est la base aérienne la plus importante de Syrie. Entre la base aérienne et la ville de Palmyre, il y a à peu près 50 km. Au nord de ceci se trouve toute une série de champs gaziers absolument cruciaux pour le maintien de l'État syrien au niveau de ses fournitures énergétiques. Nous avons peu de routes, elles sont peu nombreuses. Les pistes sont par contre, elles, nombreuses et elles sont impossibles à surveiller. Ce qui fait de l'ensemble de ce territoire un territoire très difficile à maîtriser. L'activité de l'État islamique avant l'offensive était réduite à des escarmouches, mais régulières au niveau hebdomadaire, des bombardements sur l'aéroport, ainsi que des fréquentes attaques sur des checkpoints isolés du côté des champs gaziers. Je vous propose ici un examen des forces en présence du côté loyaliste. Nous avons tout d'abord les deux unités régulières qui sont la 60 et la 60e brigade blindée, qui sont elles-mêmes subordonnées à deux divisions différentes qui comptabilisent 1000 hommes. Nous avons un contingent des forces Chita avec un bataillon nommé Al-Hamza qui sont membres des forces Tigre, qui sont des unités d'élite, qui elles sont subordonnées au renseignement des forces aériennes. On compte 650 hommes. Nous avons un ensemble de milices que je ne vais pas détailler ici, mais dont il faut retenir que celles-ci sont également diverses dans leurs allégeances. Tout d'abord le renseignement militaire, des milices gouvernementales, des milices tribales et enfin le Hezbollah syrien. Nous avons 1800 hommes. Enfin, nous avons une unité afghane. Il s'agit de la brigade des Fatimides afghans, l'Iwa Fatemiyoun, qui, elle, est chaperonnée par le corps des gardiens islamiques de la révolution d'Iran. Nous avons à peu près 1200 hommes et quelques conseillers militaires iraniens. Enfin, nous avons des conseillers militaires russes et un état-major, ainsi que des forces spéciales russes, à peu près 320 personnes. La totalité du contingent de la garnison de Palmyre est comprise envers les 4870 hommes. 70, pardon, je suis suisse, vous m'excusez. Du côté de l'État islamique, les chiffres ne s'accordent pas, mais on arrive en fait dans une fourchette entre 1200 et 1800 hommes qui proviennent essentiellement soit de la Bouilayat c'est-à-dire en fait la circonscription administrative dans laquelle est comprise Palmyre. Nous avons également un contingent qui vient de Deir ez-Zor, une ville à l'est de la Syrie, un contingent également irakien, et nous avons une unité spéciale de kamikazes prêts à entreprendre toute opération pour assurer la réussite de la conquête de Palmyre. Je vous propose maintenant de brièvement observer le déroulement de la bataille. Tout d'abord, nous avons, et là vous pouvez constater, ce sont les positions loyalistes le 8 décembre, dans l'après-midi. En noir, vous avez les positions détenues par l'État islamique, et en blanc et jaune, détenues par les loyalistes. Les traitillés indiquent les positions de départ. Tout d'abord, nous avons au nord, le matin, la capture du champ d'Ouazis, suivi ensuite au sud de la ville de Qasr al-Alabat.
L'après-midi est poursuivi par la capture du village de Jazal, ainsi que des affrontements vers les silos à grains dont je vous ai parlé précédemment, ainsi que au sud, marqué dans l'après-midi par la capture de 2 montagnes importantes qui protègent Palmyre depuis le sud, Jabal Hayana et Jabal Ayan. Le soir, les premiers civils commencent à fuir la ville étant donné les risques. La caractéristique de cette journée, c'est un brouillard très persistant qui empêche toute visibilité au-delà de 200 mètres, ce qui empêche les forces aériennes d'intervenir au profit des forces loyalistes. La journée du 9 décembre voit la capture du champ de Maher le matin et ensuite des affrontements au silo à grains. L'après-midi, une contre-attaque qui échoue, loyaliste à Maher, qui tourne à la débandade et qui finit par une poursuite des fuyards par l'État islamique qui, pour presque la totalité, va les tuer. On voit encore un autre affrontement au silo à grains, ce qui indique la position cruciale l'après-midi, ainsi qu'une contre-attaque loyaliste qui échoue au Jabal Ayan. Pour terminer, on a dans les vergers au sud les premières infiltrations des combattants de l'État islamique l'après-midi du 9 décembre. Enfin, le soir, on a le champ gazier de Jihar qui est capturé, ainsi que l'ensemble du champ de Jazal, qui n'était pas encore tout à fait sous contrôle de l'État islamique. La journée du 10 décembre est intéressante parce que c'est la journée qui voit la première pénétration directement dans la ville des combattants de l'État islamique. Tout d'abord, nous avons un véhicule suicide qui permet de déloger les loyalistes des positions près des silos à grains dont je vous ai parlé précédemment. Nous avons ici une carte qui montre l'état de la situation au 11. Comme vous pouvez le voir, la ville de Palmyre a été reprise. L'ensemble, par contre, de la campagne à l'est d'Homs est encore sous le contrôle des forces armées syriennes. Pourtant, celui-ci ne va pas durer, car dès le 12 décembre, nous avons pénétration des forces de l'État islamique de 50 km dans le dispositif, qui vont culbuter l'ensemble des fuyards et les forces restantes, puis la capture d'une importante usine de traitement de gaz à Ayan. Je vous propose de regarder rapidement une image qui indique la pénétration maximale des forces de l'État islamique. Vous trouvez en arrière-fond la base aérienne de Tiyaz, qui, je le rappelle, est la base aérienne la plus importante de Syrie. Et ces combattants de l'État islamique sont pris en photo à moins de 300 à 400 mètres de la base, ce qui indique la magnitude de l'effondrement des forces armées syriennes. Au niveau des pertes, ainsi que le bilan de l'offensive de ces 4 jours, il ne s'est écoulé que 4 jours au moment en fait, où ce bilan est établi. Nous avons l'État islamique qui perd à peu près 150 combattants, dont au moins un tiers dû aux frappes aériennes, ce qui indique quand même que celles-ci ont un effet, alors que les loyalistes vont perdre entre 300 et 350 tués, plus de 200 blessés. Tout d'abord, quels sont les facteurs de succès de cette offensive? J'en identifie 3 principalement, qui vont faciliter grandement le succès de l'État islamique. Tout d'abord, la temporalité qui est très bien choisie pour l'offensive. Nous sommes en pleine offensive d'Alep. Les forces loyalistes n'ont aucune réserve qu'elles peuvent dégager pour aller aider les défenseurs de Palmyre, même si ceux-ci sont déjà suffisamment nombreux, comme nous l'avons vu. Deuxièmement, le terrain, l'étendue du front et particulièrement l'aisance de l'État islamique à évoluer dans un environnement fluide dans lequel la vitesse et la mobilité sont déterminantes, ont énormément contribué au succès de l'offensive. Et l'État islamique possède une culture de commandement différente, délègue la responsabilité, ce que ne fait pas les forces loyalistes syriennes, et conduite par objectif, et en ce sens-là, peuvent directement exploiter les faiblesses de l'adversaire sans avoir besoin de remonter à leur commandement, ce qui va naturellement les aider de manière très importante lorsqu'il s'agit en fait de prendre du territoire à l'adversaire. Et enfin, le fait que la base aérienne d'Hamedan en Iran n'ait pas été accessible aux forces armées russes, en particulier en fait à ces forces aériennes, l'a empêché d'utiliser de manière systématique des bombardiers stratégiques Tu-22. Et en ce sens-là, nous avons un élément principal du dispositif de défense loyaliste et russe qui n'a pas pu être mis à profit.
Et enfin, l'usage de véhicules suicides blindés ont encore prouvé son efficacité, étant donné que ceux-ci ont également un considérable effet psychologique qui peut démoraliser et créer la panique et la fuite chez les combattants adverses. Nous avons ici un véhicule qui s'approche d'une base. Ce véhicule va s'approcher d'une plateforme fortifiée et vous allez voir en fait qu'est-ce qui se passe. Donc les véhicules suicides blindés sont des équivalents terrestres, low-tech et également low cost, des frappes aériennes précises, guidées. Pour terminer cette intervention, j'aimerais brièvement vous introduire à deux implications importantes de cette bataille et en particulier de cette défaite loyaliste. Tout d'abord au niveau stratégique, puis au niveau énergétique, car la conséquence principale de la bataille de Palmyre n'est pas forcément militaire. Elle est probablement beaucoup plus civile que militaire. Tout d'abord, la bataille de Palmyre est une victoire stratégique de l'État islamique, car nous avons un accroissement de la profondeur stratégique de celui-ci. Nous avons une extension de sa liberté de manœuvre, et c'est la première victoire médiatique de l'État islamique depuis Ramadi, c'est-à-dire il y a 1 année et demie. La capture, non pas de Palmyre, mais des champs gaziers dans la campagne à l'est d'Homs est une tragédie pour les Syriens. Ils perdent le peu d'indépendance énergétique qui leur restait encore. C'est une défaite stratégique également médiatique, étant donné que la défaite est cuisante. Il s'agit d'une reculade de plus de 150 km. Et c'est également une défaite stratégique au niveau de l'image du régime vis-à-vis de ses alliés, en particulier de la Russie, dans son incapacité à pouvoir coordonner efficacement ses forces militaires. C'est en revanche une victoire opérative syrienne et russe, car le danger aurait été de cesser l'opération de conquête d'Alep pour diriger des forces vers Palmyre, et cela aurait mis cette opération de recapture d'Alep en grand danger. Et en ne stoppant pas cette opération, c'est une victoire opérative. Et enfin, c'est une défaite tactique iranienne, en particulier pour la brigade des Fatimides, car cette défaite révèle l'incompétence importante des unités entraînées et sous commandement du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. La Syrie est extrêmement dépendante de son gaz pour plusieurs usages, le chauffage notamment, mais aussi la production d'électricité. Depuis le début du conflit et même avant, la Syrie a cherché à stabiliser sa production domestique. En 2017, on prévoit une demande de 1200 mètres cubes de gaz par jour, et les centrales électriques fonctionnent pour la plupart au gaz. À la question qui était posée au début de l'intervention, que veut l'État islamique? Je vous propose les éléments de réponse suivants à présent. L'État islamique a comme vision un califat, c'est-à-dire un État théocratique. Ce califat théocratique nécessite une étendue territoriale, toujours en expansion, et un soutien de la population sans lequel le calife n'a pas de légitimité. Pour réaliser cette vision, l'État islamique a besoin d'un outil militaire fort. Il a besoin d'une profondeur stratégique pour compenser le nombre, étant donné que l'État islamique a peu de combattants. Une profondeur stratégique lui permet de déplacer ses combattants rapidement et efficacement. Enfin, des facteurs aidant ou limitant justement à la concrétisation de cette vision et de ses besoins, ce sont des victoires stratégiques ou médiatiques, économiques. Au début de l'intervention, je vous disais quelles sont ces chances de l'obtenir, et maintenant peut-être que cela fait sens pour vous. Face aux forces syriennes, justement, il est possible, mais au prix d'une dépopulation croissante de ces aires de peuplement, compte tenu que dans le cas de Palmyre, nous avons vu que la population fuit quand l'État islamique attaque. Sinon, en interdisant d'autres formes d'État, que ce soit au niveau du sabotage, dans le cas de Palmyre, nous avons un sabotage au niveau de l'énergie, ou de l'eau, comme c'est le cas à Alep, où l'État islamique a coupé la fourniture en eau de la ville d'Alep depuis 3 semaines. L'État islamique va chercher toujours de leur dénier la capacité d'avoir un État ou de proposer à leur population des conditions de vie normales ou normalisées. Alors, que veut l'État islamique? Et quelles sont ses chances de l'obtenir? Pour répondre immédiatement et par anticipation à cette question,
Je dirais qu'il suffit de lire la rhétorique des fondateurs, des promoteurs, des idéologues de l'État dit islamique pour se rendre immédiatement compte de ses objectifs, de ses buts. D'abord, Daesh veut un État exclusivement régi par le Coran, avec pour modèle ou paradigme indépassable l'État-cité ou la cité médinoise, gouvernée par le fondateur de l'islam, le prophète de l'islam, qui en fut en même temps le chef militaire et politique. Dès hasard, Ali Abdelrazak, dans les années 28-30, c'est-à-dire tout de suite après la naissance de la secte des frères musulmans en 1928 en Égypte. Ali Abdelrazak, qui a été traité de la manière que vous savez par les islamistes, n'est-ce pas, disait que le prophète de l'islam n'avait pour mission que de transmettre et d'accomplir la prophétie. C'est par accident, par contingence, qu'il s'est trouvé prophète, roi et chef militaire. Daesh veut un État exclusivement régi par le Coran, avec comme paradigme donc l'État médinois, 622-630. 622, c'est-à-dire l'arrivée du prophète de l'islam, avec les Ansar, ses quelques compagnons, à peine une centaine, accueillis par des Juifs d'ailleurs à Médine, parce qu'avant de s'appeler Médine, cette ville est une ville principalement juive, et ce sont deux tribus juives les plus importantes qui ont répondu favorablement au prophète de l'islam pour l'accueillir et le protéger. Ça, les musulmans ne veulent pas trop le dire, parce que les Juifs qui protègent Mohammed, ça pose un problème, n'est-ce pas? Il n'en demeure pas moins vrai que le prophète de l'islam n'a été protégé par aucune tribu arabe, du Yémen à l'extrême Arabie saoudite. Il a envoyé des émissaires, il a supplié beaucoup de princes ou de rois clés pour le protéger, parce qu'il était persécuté avec les siens, par les Mécois, les siens, parce que lui-même, il est Mécois de la Mecque. Personne n'a voulu l'accueillir, sauf ces deux tribus juives de Médina, en hébreu, Médina, devenue Médine, la Médine du prophète. Voilà la cellule, voilà le modèle nodal, la cellule originelle de l'État dit islamique. En tout cas, dans l'imaginaire des acteurs actuels de l'islamisme. Donc, un État exclusivement géré par le Coran et le modèle médinois, le rétablissement du califat, son rétablissement dans ses limites géographiques d'avant son abolition en 1924 par Mustafa Kemal Atatürk. On peut dire que l'État califal ou le califat de proto-État médinois est devenu en très peu de temps un empire appelé califat. Sa naissance, 632, on peut dire, son abolition en 1924. Vous voyez que c'est énorme dans le temps. Mais il veut aussi, Daesh, l'imposition du califat au reste du monde.
L'idéologie de Daesh étant par définition même totalitaire, messianiste et universaliste. L'islamisation à moyen et long terme du continent africain, du monde occidental, de l'Amérique et de l'Asie est donc un impératif catégorique qui découle, il faut le reconnaître, qui découle incontestablement du caractère prosélyte et eschatologique de l'islam lui-même. Je vais définir ce qu'est Daesh. C'est une utopie mobilisatrice, une utopie théocratique, totalitaire et messianiste. Voilà comment je définis l'idéologie de Daesh. Quelles sont ses chances de l'obtenir? Minimes, dans le cas de l'Occident, qu'ils veulent et qu'ils entendent dans leur délire prosélyte, qu'ils veulent islamiser. Minime dans le cas de l'Occident si celui-ci prend la menace au sérieux et l'ampleur du phénomène et surtout se consacre au traitement de la cause et non pas seulement des effets. La cause, c'est-à-dire l'idéologie elle-même, les effets, c'est le terrorisme. Quelles sont ses chances de l'obtenir? J'ai parlé de l'Occident. Dans le cas du monde arabe, ou du monde musulman en général, ses chances sont maximales. Le monde musulman étant, premièrement, psychologiquement et culturellement prédisposé à recevoir le califat comme une bénédiction d'Allah, un don du ciel. Deuxièmement, géopolitiquement, le monde arabo-musulman étant exposé aux appétits néocoloniales et aux alliances islamo-atlantistes. Multiplication des organisations, Al-Qaïda, Al-Nusra, Daesh, Ansar al-Sharia, Taliban, Boko Haram, Shebab, Émirats du Caucase, Mouvement islamique d'Ouzbékistan, AQMI, Mujao, Al-Mourabitoun, Ansar al-Din, j'en passe et des meilleurs. Métastase des concepts salafisme, djihadisme, takfirisme, talibanisme, fondamentalisme, wahhabisme, frérisme, frères musulmans, hanbalisme, etc. Pour éviter de parler de nationalisme ou de patriotisme, on a inventé les concepts de populisme, d'isolationnisme, conservatisme, souverainisme, anticosmopolitisme et tous les autres dérivés. Quand on a un problème réel, un problème politique, culturel, idéologique, spirituel, hop, on se met à créer des concepts. Sans revenir à la définition des concepts, c'est-à-dire juste les créer pour que les gens se perdent, n'est-ce pas? Je reviens à mon propos, si je ramène tous les concepts et toutes les organisations que je viens d'énoncer à un seul concept, celui d'islamisme, par opposition, par antagonisme au concept d'islam. Et pour utiliser la métaphore des poupées russes, il suffit d'ouvrir la poupée d'islamisme pour découvrir toutes les autres. Hop, 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 hop. Mais tous se ramènent à une matrice unique et essentielle. Vous l'avez compris, je ne suis pas objectif quand je parle de l'islamo-fascisme. Je suis même terriblement et impitoyablement éradicateur. Je crois que c'est le président Poutine qui a dit pardonner aux terroristes, c'est le rôle de Dieu. Les envoyer auprès de lui, c'est mon affaire. Alors
Alors, dès lors, il s'agit de trouver et de nommer le point d'identité. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas un acte arbitraire et subjectif de ma part de ramener toutes ces organisations et tous ces concepts à un concept nodal, celui d'islamisme. La vision totalitaire, totalisante de l'islam. Al-Islam, din, dunya wa dawla. Din, religion, dunya, vie, ici-bas, temporalité, dawla, État. Deuxième matrice ontologique, le Coran et notre Constitution. Posez la question à un islamo-terroriste, à un islamiste modéré, comme ils disent, voire même à un musulman ordinaire, c'est-à-dire quiétiste. Posez-lui la question, qu'est-ce qui fait l'originalité, la particularité, l'exceptionnalité de l'islam par rapport aux autres religions, qu'elles soient monothéistes ou autres? Posez la question à Ben Laden, à al-Baghdadi, Daesh, à Morsi, à Ghannouchi, le Tunisien, à Qaradawi, à Erdogan. Ils vous répondront invariablement que l'islam est din, dunya wa dawla. Quand on a défini l'islam de cette façon, c'est-à-dire comme étant religion et État, c'est-à-dire religion et politique. J'ouvre cette parenthèse par rapport à la violence inouïe. Dans la rationalité cartésienne, ne peut pas expliquer, c'est-à-dire le fait que quelqu'un égorge, en disant Allahu Akbar, Dieu est grand, égorge un enfant, une femme, égorge, n'est-ce pas? La rationalité cartésienne est effarée, désarmée devant de tels actes. On peut l'expliquer par le croisement ou l'association de deux types de violence. La violence du sacré en tant que sacré. Pas le sacré musulman seulement, le sacré en général. La violence du sacré en tant que sacré, n'est-ce pas? Et la violence du politique en tant que politique. Et on a associé les deux types de violence extrêmes. Violence du sacré, René Girard, violence du politique, Carl Schmitt, Max Weber, la violence du politique en tant que politique. Nous avons la violence du sacré et la violence du politique. Ça produit la violence que nous vivons aujourd'hui et depuis déjà quelques années. Daesh serait dans une logique proprement islamique. Et pour détruire Daesh, il faudrait par conséquent détruire l'islam comme religion. C'est là où mène cette logique. La vraie question est donc celle du théologico-politique. Et le problème est celui de l'essentialisme et du culturalisme d'une part, côté occidental, et d'autre part, celui de la perversion de l'islam par le virus islamiste. J'avais dit que l'islamisme est une subversion de l'islam. Je dois m'en expliquer avant de conclure. L'islam, vous le savez, s'inscrit dans la continuité monothéiste. En tout cas, c'est ainsi qu'il se présente. L'islamisme, c'est une religion séculière, dans le sens qu'entendait Raymond Aron par cette expression. Religion séculière, l'expression est de Raymond Aron, et il désignait par religion séculière les deux formes de totalitarisme, le totalitarisme communiste et le totalitarisme national-socialiste. L'islamisme est une forme de totalitarisme qui vient juste après le national-socialisme. Être musulman
c'est reconnaître que Dieu est unique et que Mohammed est son prophète. L'entrée en islam, c'est la profession de foi que je viens d'indiquer. Les 4 autres piliers de l'islam, puisqu'ils sont 5, la profession de foi que je viens de dire, et puis la prière, Ramadan, etc. Ça, c'est être musulman. Être islamiste, il y a un 6e pilier que Dieu, Allah, a oublié. Mais les islamistes, eux, ont rappelé à Allah que Allah a oublié le 6e pilier. Ce 6e pilier, c'est combattre les régimes dits non musulmans. Le 6e pilier, en gros, c'est le djihad. Le djihad vis-à-vis de ceux qu'on accuse d'être non musulmans ou d'être traîtres de l'islam, n'est-ce pas, et de ceux qui sont athées ou qui sont chrétiens d'ailleurs, ou juifs, ou bouddhistes, etc. Ça, c'est le 6e pilier par lequel l'islamiste se démarque du musulman. Que veut l'État islamique? Il faut se demander, qu'est-ce que l'État islamique? Du point de vue géopolitique. En d'autres termes, à qui Daesh doit sa naissance miraculeuse? Le processus est le même. Comme le talibanisme en Afghanistan. Et le talibanisme en Afghanistan, c'est 3 éléments. De l'argent saoudien, une logistique pakistanaise et une stratégie américaine. Voilà la trilogie diabolique. Daesh est une armée de mercenaires qui doit sa naissance au dollar saoudien et qatari, à la logistique turque qui a pris le relais sur la logistique jordanienne au début. Je parle du conflit syrien là. Et la stratégie américaine comme à l'accoutumée. Nous avons notre trilogie. Il y a un seul élément qui a manqué, qui a changé, c'est l'élément logistique compte tenu de la géographie du conflit tout simplement. En Afghanistan, c'était le Pakistan. En Syrie, c'est la Turquie. Pas pour longtemps, j'espère maintenant qu'il est entre de bonnes mains, n'est-ce pas? Entre de bonnes mains russes. À l'époque du conflit en Afghanistan, le chef de la CIA avait déclaré « Mon affaire n'est pas de reconstruire un pays, mais de saigner les Russes ». Aujourd'hui, en finançant Daesh par le Qatar et l'Arabie saoudite, en l'armant, les Américains, les Français et les Britanniques peuvent dire qu'ils ne sont pas en Syrie ou en Irak pour y implanter la démocratie, mais pour saigner l'État syrien et son allié iranien et subsidiairement l'allié russe. Je pense, je le suppose, je le souhaite ardemment, l'alliance islamo-atlantiste va changer avec l'arrivée de l'isolationniste. Donald Trump. L'Occident arrivera à bout de Daesh, de sa destruction militaire physique, surtout maintenant, parce que le président américain a promis, à l'inverse de Barack Hussein Obama, il avait promis d'éradiquer l'islamo-fascisme partout dans le monde. Alors là, il ne sera pas isolationniste par rapport au combat sur les islamistes. Nous l'espérons en tout cas. L'Occident y arrivera. Il y arrivera, ne serait-ce qu'en faisant le contraire de ce que faisaient Obama, Hillary Clinton, Sarkozy en Libye, Hollande aujourd'hui en Syrie, et les Britanniques, ne serait-ce qu'en privant Daesh des armes occidentales. Mais Daesh n'est pas seulement un État géographiquement localisé. Daesh, c'est un esprit qui dort dans la tête de chaque islamiste, qu'il soit en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Russie, aux États-Unis, à Bruxelles, à Paris. Daesh
somnole dans l'esprit de chaque islamiste. J'ai bien dit islamiste, parce que moi, musulman, je me serais aperçu qu'il y a un Daesh en moi. Et moi, c'est la quasi-majorité des musulmans qui ne demandent qu'à vivre en paix avec le monde. L'Occident est fragile, parce qu'il est fragile spirituellement, et parce qu'il y a eu une déchristianisation qui s'étale sur 3 siècles. Et c'est là que je voudrais conclure. On va me dire, oui, mais c'est un peu le choc des civilisations, là. Je répondrai tout simplement que le choc des civilisations, nous y sommes déjà. J'ai conclu.